Et si, au Burkina Faso, la véritable lutte pour l'indépendance se jouait désormais loin des armes, dans le silence des salles de classe et le tumulte discret des ateliers? Imaginez une révolution singulière. Ici, le fer à souder supplante le fusil, et ce sont des étudiants, pas des généraux, qui tiennent la ligne de front. Cette révolution silencieuse, déjà à l'œuvre, bouleverse l'ordre établi de façon radicale et profonde. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, tout le monde s'attendait au scénario habituel. Décrets imposés, blindés dans les rues, portes closes. Mais, contre toute attente, Traoré a choisi d'ouvrir les écoles plutôt que de fortifier les casernes. À la place des soldats attendus, les caméras ont découvert des élèves, de la craie et des étincelles de soudure, symbole d'un renouveau audacieux. Au cœur de l'école polytechnique de Ouagadougou, un mouvement inédit prend forme, l'ingénierie souveraine. Ici, les jeunes burkinabés n'apprennent pas seulement à chercher un emploi, mais à concevoir, réparer et inventer les machines qui façonneront leur avenir. Ce ne sont pas de simples discours. Chaque journée, des mains noires de cambouis tracent la voie d'une autonomie véritable, rappelant les grandes heures de l'industrialisation dans d'autres régions du monde. Pourquoi ce choix radical? Peut-on parler d'indépendance quand le moindre boulon, la plus petite pièce détachée, doit être importé? Comment se dire libre si les technologies essentielles viennent toujours d'ailleurs? Traoré, lui, a décidé d'affronter ce tabou. Miser sur la formation locale et l'audace des ingénieurs, c'est tenter de reprendre la main sur le destin national. Ce positionnement rejoint celui qu'avaient adopté, en leur temps, des pays comme la Corée du Sud ou le Brésil, qui ont bâti leur essor industriel sur la montée en puissance de leurs propres talents. Ce pari est vital, car dépendre, c'est s'exposer à chaque crise mondiale, perdre des ressources, voir sa dignité menacée. Renoncer à produire soi-même, c'est accepter de rester spectateur, jamais acteur de sa propre histoire. Rappelons-nous, lors du choc pétrolier des années 70, de nombreux pays africains ont vu leur économie vaciller faute de maîtrise des infrastructures énergétiques. Alors, comment ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a-t-il réussi ce renversement inattendu? Qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience collective? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir aux origines de la crise qui a frappé le pays. C'est là que commence le second acte de cette révolution discrète. Le Burkina Faso, à l'instar de beaucoup de pays africains, a longtemps été prisonnier du cycle infernal de l'exportation de matières premières sans valeur ajoutée locale. Pendant des décennies, le coton, l'or, le sésame quittaient le pays sans transformation, alors que les produits finis, eux, revenaient à prix fort. Burkina Faso, terre d'or et de paradoxes. Ici, on exporte la richesse, mais on importe le progrès. Assis sur d'immenses réserves aurifères, le pays regarde partir ses trésors, alors même qu'il reste dépendant de l'extérieur pour avancer. À chaque lingot vendu, une question persiste. Comment un peuple si riche peut-il rester otage du monde pour se transformer? Aujourd'hui, près de la moitié des importations sont des biens manufacturés. Machines, véhicules, outils, pièces. Près de 2/5 concernent l'énergie, carburant, groupes électrogènes, panneaux solaires, câbles électriques. Ce sont les veines et artères qui irriguent le quotidien, mais elles restent branchées sur des marchés lointains, hors de portée du Burkina Faso. Rappelons que, selon les statistiques de la Banque mondiale, dans de nombreux pays en développement, la dépendance aux importations de biens essentiels dépasse les 2/3. Cette dépendance structurelle est une faille. Un choc extérieur, hausse du prix du pétrole, crise d'approvisionnement, tensions géopolitiques, peut suffire à tout enrayer. L'économie cale, le pouvoir d'achat s'effondre, des milliers de familles basculent dans l'incertitude. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit, pièce après pièce, jusqu'au cœur même de la production. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de la crise des semi-conducteurs qui a ébranlé l'industrie mondiale récemment. Les usines automobiles du monde entier ont été paralysées, non pas faute de main-d'œuvre, mais par manque de composants venus d'Asie. Au Burkina Faso, une telle rupture pourrait signifier l'arrêt total de la production agricole mécanisée ou l'impossibilité de réparer une simple pompe à eau.
Ibrahim Traoré le répète. L'industrialisation n'est plus une option, c'est une urgence vitale. Tant que le Burkina Faso ne conçoit pas ses propres outils et ne maîtrise pas son énergie, il reste vulnérable, suspendu aux décisions d'autrui. Le véritable pouvoir commence avec la capacité de produire ce qui fait tourner le pays. Mais la réponse ne vient pas de l'extérieur. Pour Traoré, tout commence sur les bancs de l'école, dans les ateliers, dans la formation patiente et exigeante de la jeunesse. Saurons-nous transformer ce potentiel humain en une force souveraine, capable de bâtir, d'innover, de résister? La révolution silencieuse du Burkina Faso ne commence pas dans les ministères, mais dans l'effervescence des salles de classe et des ateliers. Là, une nouvelle génération d'ingénieurs et d'artisans s'apprête à réinventer l'avenir du pays. Pour renforcer cette dynamique, le gouvernement a mis en place de vastes campagnes d'orientation scolaire, encourageant les jeunes à choisir les filières techniques et scientifiques. À titre d'exemple, en 2023, le taux d'inscription en filière ingénierie a progressé de plus d'1/5 en une seule année. Le chantier de l'indépendance n'est plus dicté par des consultants venus de l'étranger. Désormais, au Burkina Faso, la souveraineté se construit dans les ateliers, les laboratoires et les usines. Chaque outil posé, chaque métal soudé, porte la marque d'une révolution discrète, mais déterminée. Ce mouvement rappelle, dans une certaine mesure, l'essor du Japon de l'ère Meiji, lorsque le pays décida de former ses propres ingénieurs et artisans pour rattraper le retard technologique sur l'Occident. Porté par le capitaine Ibrahim Traoré, le pays a tranché, nationalisé les secteurs stratégiques, dont les mines, et édifié la toute première raffinerie d'or burkinabé. Jadis, l'or quittait le pays sous forme brute, enrichissant d'autres nations. Aujourd'hui, la transformation commence et s'achève sur la terre natale. Ce choix n'est pas seulement économique, il touche l'essence même du pays. Maîtriser ses ressources, c'est écrire sa propre histoire. Les premiers lingots raffinés localement ont été salués comme des symboles d'une ère nouvelle. Cependant, aucune usine ne vit sans ingénieurs. L'école polytechnique de Ouagadougou a donc été refondée. Les anciens programmes, calqués sur l'étranger, ont laissé place à des cursus pensés pour les besoins du pays. Transformation agroalimentaire, énergie renouvelable, automatisation, infrastructures robustes, innovation adaptée au contexte local. Par exemple, un module entier est désormais consacré à la conception de machines agricoles adaptées au climat sahélien. Avant d'entrer dans la technique, chaque étudiant plonge dans une immersion patriotique. Plusieurs semaines durant, il revisite l'histoire du Burkina Faso, les luttes du continent et l'importance de produire par soi-même. Ce socle idéologique façonne des ingénieurs conscients de leur mission. Bâtir, certes, mais aussi défendre l'indépendance. On retrouve là l'esprit qu'insufflait Thomas Sankara à la jeunesse du pays, il y a plus de 30 ans. L'école et l'industrie travaillent désormais main dans la main. Les étudiants s'impliquent dans des projets concrets, effectuent des stages chez des entrepreneurs locaux, collaborent avec les entreprises nationales. Ils ne décrochent pas qu'un diplôme. Ils deviennent immédiatement utiles à la société burkinabé. Par exemple, un partenariat entre l'école polytechnique et une coopérative agricole locale a permis de mettre au point un décortiqueur de riz entièrement conçu et fabriqué sur place. Ce mouvement ne s'arrête pas à Ouagadougou. Un réseau d'écoles techniques, comme l'EPO et l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, s'étend dans tout le pays. Des incubateurs de jeunes pousses émergent, stimulant l'innovation locale et transformant les diplômés en créateurs d'emplois. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, un centre d'innovation a récemment vu le jour, proposant des ateliers de fabrication numérique accessibles aux jeunes de tout milieu. Comparé à d'autres modèles africains où la technique reste détachée de l'identité, le Burkina Faso avance d'un pas supplémentaire. Ici, l'ingénieur est formé à lier savoir-faire et fierté citoyenne, devenant artisan de la souveraineté. Ce lien entre technologie et patriotisme rappelle les mouvements de renaissance industrielle en Inde après l'indépendance, où la technologie est devenue l'un des piliers du renouveau national. Mais cette dynamique reste fragile. Sans formation ni innovation, la dépendance menace de revenir et les talents risquent de fuir. Retenir et valoriser la jeunesse sera vital pour l'avenir du pays.
C'est pourquoi le gouvernement a mis en place des bourses et des incitations pour encourager les diplômés à créer des entreprises locales plutôt que de chercher fortune à l'étranger. Pourtant, même la meilleure formation ne suffit pas à elle seule. Il reste à affronter les défis de financement et d'accès au marché pour que la révolution industrielle burkinabé devienne irréversible. À cet égard, des partenariats avec des banques africaines et des fonds d'investissement locaux sont en train de voir le jour, afin de soutenir l'émergence de start-up industrielles. L'ingénieur burkinabé sort de l'ombre. Il incarne désormais cette indépendance retrouvée, moteur d'une transformation profonde. Dans chaque village, sur chaque campus, les histoires de ces pionniers résonnent comme autant de preuves vivantes d'une renaissance nationale. À titre d'exemple, dans la région de Koudougou, une équipe d'étudiants a conçu un système de pompage solaire qui alimente aujourd'hui l'école et le centre de santé du village. Écoutez ces témoignages. Ici, un groupe d'étudiants conçoit un système d'irrigation solaire permettant à tout un village de cultiver même durant la saison sèche. Là, une équipe lance la toute première unité locale de transformation du grain, réduisant les pertes et créant des emplois. Partout, des initiatives émergent où les femmes brisent les anciens stéréotypes et deviennent, elles aussi, actrices de la modernisation. Dans la ville de Wahigouya, une jeune ingénieure a récemment développé un four à pain à haut rendement, alimenté par des déchets agricoles, qui a permis de doubler la production locale. Les effets sont tangibles. Grâce à ces innovations, les coûts de production diminuent dans de nombreuses communautés rurales. Pour la première fois, des villages entiers s'alimentent en électricité, sans dépendre de réseaux extérieurs, gagnant ainsi autonomie et dignité. Un chef de village témoigne. Aujourd'hui, nos enfants font leurs devoirs le soir, sans craindre les coupures. Cette dynamique attire aujourd'hui les Burkinabés de la diaspora. Animés d'une vision audacieuse, des ingénieurs rentrent au pays pour entreprendre, former les jeunes et importer non plus des machines, mais des idées adaptées aux réalités locales. L'initiative Retour des cerveaux a déjà permis à plusieurs dizaines de diplômés de grandes écoles européennes de revenir transmettre leur expérience. Peu à peu, l'ingénieur burkinabé devient une figure publique, un modèle à suivre. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les écoles, on célèbre leur succès. Un sentiment d'appartenance renouvelé naît, une fierté d'être acteur de l'histoire, et non simple spectateur. Des émissions télévisées mettent à l'honneur chaque semaine les projets innovants menés par la jeunesse locale. La révolution dépasse désormais les frontières. En Afrique de l'Ouest, le phénomène s'étend. Des hashtags tels que « ingénierie souveraine » ou « Afrique capable » foisonnent. Au Niger, au Bénin, au Mali, des initiatives inspirées de l'exemple burkinabé émergent. Des délégations d'étudiants étrangers affluent vers Ouagadougou pour s'en inspirer. L'Union africaine a d'ailleurs salué cette approche lors de son dernier sommet. Pourtant, cet élan reste fragile. Laisser retomber la dynamique, c'est risquer la fuite des jeunes, l'extinction des innovations, la perte d'espoir. Si le souffle s'interrompt, toute une génération pourrait voir s'évanouir la promesse de transformation. Plusieurs experts mettent en garde. Sans soutien politique et financier continu, les avancées pourraient être rapidement annulées. Mais dans chaque défi, une opportunité se cache. Le destin de la révolution dépend de la volonté collective à saisir ce moment historique. À titre de comparaison, rappelons que la Silicon Valley est née non seulement de l'innovation, mais aussi d'une dynamique collective où l'État, les universités et les entrepreneurs ont uni leurs forces. Et si chaque nation africaine écrivait enfin sa propre histoire industrielle, en partant de ses propres salles de classe? Cette idée n'est plus un rêve lointain, mais une invitation pressante. Réinventer le progrès de l'intérieur, là où naissent les solutions authentiques. Dans le passé, des pays comme le Rwanda ont montré qu'une transformation rapide est possible, dès lors que l'éducation et l'industrie avancent main dans la main. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a tissé un lien inédit entre l'éducation, l'industrie et le patriotisme. Ce triptyque façonne chaque étudiant, chaque futur ingénieur, en bâtisseur et gardien de la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas de dresser des murs, mais de bâtir des ponts entre la tradition et la modernité,
entre la fierté nationale et l'ouverture sur le monde. Désormais, à l'entrée des grandes écoles du pays, l'immersion patriotique va bien au-delà du discours. Elle combine formation civique, transmission de l'histoire locale et engagement collectif. Ce socle permet d'ancrer la formation technique dans une conscience aiguë de la souveraineté, transformant les jeunes diplômés en véritables remparts pour la nation. À la manière des écoles polytechniques soviétiques du XXe siècle, chaque promotion est invitée à relever un défi collectif, concevoir un prototype ou résoudre un problème concret du pays. Ce modèle, pourtant, ne fait pas l'unanimité. Certains médias et institutions occidentales y voient une dérive populiste ou un repli sur soi. Mais la contre-narrative burkinabé, relayée par un nombre croissant de sociétés africaines, replace le débat. Il ne s'agit pas de fermer les frontières intellectuelles, mais de reprendre la main sur son récit, retrouver la fierté, libérer des énergies longtemps bridées. De nombreux intellectuels africains, comme Felwine Sarr, défendent cette approche endogène du développement. Dans cette dynamique, la souveraineté déborde le champ politique. Elle devient productive, en fabriquant localement ce qui manque. Elle devient cognitive, en valorisant la créativité et le savoir-faire endogène. Enfin, elle devient culturelle, en s'émancipant des modèles imposés pour inventer une modernité enracinée. À ce titre, les festivals de l'innovation locale, organisés chaque année, sont devenus des vitrines pour la création Made in Burkina Faso. Ignorer cet exemple, c'est laisser d'autres définir le progrès et la réussite. Laisser filer cette chance, c'est abandonner la maîtrise de l'avenir, des ressources et de la dignité collective. Chaque année d'inaction élargit l'écart, affaiblit la résilience et prive la jeunesse d'opportunités qui ne reviendront pas. Comme le dit un proverbe burkinabé, « Si tu n'avances pas, tu recules ». Mais personne n'est impuissant. Investir, innover, inspirer, s'organiser, chacun détient une part du levier, que l'on soit membre de la diaspora, étudiant, femme ou jeune entrepreneur. Tous peuvent contribuer à façonner un modèle africain, enraciné dans ses propres réalités. Les associations d'anciens élèves et les réseaux d'ingénieurs jouent un rôle crucial pour relayer ce message à travers le continent et au-delà. Il ne s'agit pas de calquer le Burkina Faso, mais d'en saisir l'esprit. Partir de ses besoins, s'appuyer sur ses forces, faire confiance à ses propres écoles et inventeurs. Les salles de classe, les ateliers, les laboratoires deviennent alors les nouveaux terrains de conquête de la souveraineté africaine. Cette dynamique pourrait s'étendre au secteur agricole, à la santé, à l'artisanat et bien au-delà. Mais derrière cet élan, une question demeure. Comment passer de l'inspiration à la multiplication ? Quels obstacles guettent la contagion de ce modèle ailleurs sur le continent ? L'histoire montre que la réussite d'un modèle repose autant sur la constance des politiques publiques que sur la capacité à fédérer les énergies locales. Les prochaines années seront décisives pour savoir si l'exemple burkinabé pourra s'enraciner durablement. L'avenir ne se gagne pas sur un slogan, mais dans chaque salle de classe, chaque atelier, chaque moment où l'on ose tenter l'inédit. Au Burkina Faso, cette vérité se vit. Chaque jour de formation, chaque projet mené, chaque machine créée localement rapproche un peu plus du rêve d'indépendance véritable. C'est en multipliant les réussites concrètes que la confiance se construit et que la nation avance. Regarder l'histoire s'écrire ou devenir celui qui tient le crayon, c'est le choix qui se pose. Ici, le Burkina Faso refuse d'être simple spectateur. Il façonne, il assemble, il invente, morceau par morceau, idée par idée. Renoncer, ce serait accepter la dépendance, gaspiller du temps, des richesses, et voir s'envoler des chances uniques. À l'inverse, oser l'aventure, c'est ouvrir une brèche dans le mur de la résignation. Mais choisir l'action, c'est embrasser un pari bien plus vaste. C'est restaurer la dignité, prouver que l'avenir africain ne se décide plus loin des frontières. L'ingénieur burkinabé n'est plus un exécutant soumis aux marchés extérieurs. Il devient l'auteur de son destin, bâtisseur de souveraineté. La voix de la jeunesse, portée par la conviction et le savoir, ouvre désormais un nouveau chapitre. Le Burkina Faso enseigne que la révolution la plus puissante ne fait pas de bruit. Elle s'écrit sur des bancs d'école,
dans la lumière d'une ampoule alimentée localement, dans la fierté d'un étudiant devant sa première invention. Ce sont ces gestes silencieux, mais décisifs, qui rendent à tout un peuple le pouvoir sur sa vie quotidienne. Le véritable changement est celui qui s'ancre dans le quotidien, dans le choix répété de l'effort, du courage et de la collaboration. À toute la jeunesse africaine, le message s'impose. N'attendez pas de sauveur, ni de solutions importées. Le moment est venu de prendre la plume, d'inscrire sa propre page dans l'histoire du progrès. Être spectateur, c'est subir. Être auteur, c'est ouvrir le champ de tous les possibles. Chaque pas compte, chaque geste compte. Ensemble, tout devient possible. Ne laissons pas passer l'instant. Chaque école, chaque atelier, chaque esprit éveillé devient un rempart contre la précarité et la soumission. L'heure est à l'action, à la construction, à l'inspiration. La souveraineté ne s'offre pas, elle se conquiert, pas à pas, par la connaissance et l'audace. Le Burkina Faso montre la voie. Il appartient à chacun de s'en inspirer et d'agir, pour que demain, l'histoire s'écrive, non plus ailleurs, mais ici, par et pour les Africains.